Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Réseau Entreprendre Paris. On est ravis de vous accueillir cet après-midi avec Benjamin qui va se présenter dans un instant. Bonjour. On va parler aujourd'hui gestion de son cash, pilotage de sa boîte. On va parler également comment faire des prévisionnels dans ces moments assez compliqués et pleins d'incertitudes. Donc, je suis Ludovic Giraudon, chargé d'affaires chez Réseau Entreprendre Paris. Et je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire. Et comme vous pouvez le voir sur vos écrans, je ne suis pas seul. J'ai un invité avec moi. Mais juste avant que tu te présentes, Benjamin, je vais revenir en quelques mots sur finalement qui on est Réseau Entreprendre. Donc, Réseau Entreprendre, c'est un réseau de chefs d'entreprise qui accompagne bénévolement des entrepreneurs. Deux chiffres pour peut-être illustrer notre action. 120 d'abord, c'est le nombre d'antennes qui existent de Réseau Entreprendre au travers de toute la France et également à l'international. Donc finalement, ça veut dire que entrepreneurs qui nous écoutez, où que vous soyez, il y a nécessairement un réseau entreprendre vers lequel vous tournez. Vous pouvez vous tourner. Deuxième chiffre, deuxième nombre, c'est 14 000. C'est le nombre de chefs d'entreprise qui sont à nos côtés, engagés aux côtés des entrepreneurs qu'on accompagne, donc à travers le monde. Et finalement, s'il y avait une seule chose peut-être à retenir de Réseau Entreprendre, s'il ne fallait en retenir qu'une, eh bien en fait, ce serait peut-être notre mission, qui est le soutien à l'emploi, la création, le maintien de l'emploi au travers du soutien des entrepreneurs. Et évidemment, dans cette période si trouble et compliquée, cette mission, qui est toujours la même depuis plus de 30 ans maintenant, a un écho, une résonance toute particulière. Voilà pour ce rapide préambule. Maintenant, je me tourne vers toi, Benjamin, en tout cas virtuellement, et je te propose en quelques mots de nous dire un peu qui tu es et ce que vous faites concrètement chez De.C. Finance. Bonjour à tous, merci beaucoup d'organiser ce webinaire et merci beaucoup de me recevoir. Pour faire très très court, parce que l'enjeu sera plutôt de parler de vous que de nous, mais pour faire en deux, trois mots notre activité, on fait les audits pour les fonds d'investissement qui investissent dans des boîtes d'entrepreneurs et on a une activité principale qui est de faire de la direction financière à temps partagé pour des sociétés à forte croissance, à esprit entrepreneurial, dans le but finalement de mettre en place tous les sujets et tous les steps nécessaires à une société pour se structurer financièrement, pour se structurer dans l'organisation de ses flux financiers, pour faire le rôle d'un DAF sans être là à temps plein, mais vraiment en part-time. Et on accompagne pas mal de sociétés à travers nos bureaux à Paris, Aix et Nantes. Et enfin, moi, personnellement, je suis membre de Réseau Entreprendre maintenant depuis 3-4 ans, où j'essaye à travers des workshops que malheureusement on peut plus trop faire en ce moment parce qu'on peut plus se voir, mais c'est un peu le webinaire qui va le remplacer, et à travers aussi du mentoring de personnes qui sont d'incuber du Réseau Entreprendre, d'essayer d'amener ma petite pierre à l'édifice et de pouvoir apporter notre expertise sur la partie financière et exécution financière auprès des entrepreneurs. On a toujours adoré l'entrepreneuriat et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il va falloir être très très proche de ces entrepreneurs et de ces amis entrepreneurs pour pouvoir leur permettre de passer l'étape qui va être un petit peu compliquée dans les semaines et mois à venir. Merci beaucoup, Benjamin. Alors, on est ensemble jusqu'à 14h45, 15h selon le volume de questions qui pourrait y avoir. Ce qu'on vous propose en fait pour ce webinaire, c'est 3 grands temps. On voulait revenir dans un premier temps avec Benjamin sur un dispositif, l'un des dispositifs phares qui ont été mis en place face à la situation. Ce sont 3 lettres que beaucoup d'entrepreneurs en ce moment ont à la bouche, qui sont le fameux PGE, prêt garanti par l'État. On voulait revenir dessus en introduction, en tout cas dans la première partie, parce que on voit bien qu'il y a beaucoup d'interrogations autour de ce dispositif, beaucoup de difficultés aussi rencontrées par des entrepreneurs. Donc l'idée, Benjamin, ça va être que tu puisses un peu nous éclairer sur toi, ce que tu peux observer et peut-être des astuces, des conseils pour maximiser ses chances peut-être de l'obtenir. En deuxième partie, ensuite, on parlera un peu plus de comment concrètement piloter sa boîte et de quels outils, toi, Benjamin, tu recommandes les outils vraiment indispensables à mettre en place pour piloter sa boîte au quotidien, et notamment la partie évidemment cash, trésor. Et enfin, dans une troisième partie, on parlera un petit peu plus prévisionnel, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour mettre à jour son BP sous un point de vue financier dans cette période où on ne sait même pas de quoi demain sera fait finalement, comment est-ce qu'on arrive à se projeter à 12 ou 18 mois. Voilà pour ces 3 grandes parties. Dernier complément d'information avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est n'hésitez pas à poser toutes vos questions comme Colombine vient de vous le suggérer dans l'onglet questions et non pas dans l'onglet chat. L'onglet chat, c'est juste pour se dire coucou, tout va bien, on vous entend bien et vous êtes très beau. L'onglet questions, c'est vraiment réservé à
toutes les questions que vous pourriez avoir pour Benjamin. On ne va pas attendre la fin du webinaire pour répondre à toutes les questions. On le fera en conclusion de chacune des 3 parties que je viens de vous présenter. Donc, encore une fois, utilisez l'onglet questions et vous commencez à avoir l'habitude maintenant, mais vous avez la possibilité de voter pour les questions des uns des autres et ça nous aidera, Benjamin et moi, à prioriser les questions auxquelles il faudrait répondre en premier. Voilà pour avoir un peu posé le cadre de la petite heure qui est devant nous. Benjamin, donc premier thème, le PGE. Est-ce que dans un premier temps, tu peux histoire qu'on soit tous réalignés et qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, qu'est-ce que c'est le PGE et surtout, en quelques mots, c'est quoi la philosophie du PGE? Exactement. Déjà, pour parler vraiment, pour compléter juste en 2 secondes tes propos, il n'y a pas de bonne et de mauvaise question. On est entre nous. Je pense que de toute façon, dans les périodes qu'il y a sur lesquelles on va découvrir, il faudra se poser toutes les questions nécessaires. Donc, vraiment, n'hésitez pas à ce que ce soit très interactif. On commence à tous devenir des experts de Livestorm et des webinars, donc on saura lire vos questions tout en parlant. On est tous devenus des conférenciers en herbe, entre guillemets. Sur la partie, pour revenir à proprement parler sur l'instrument PGE, déjà plus largement, l'État a vraiment mobilisé toute l'énergie nécessaire pour pouvoir amener un certain nombre de réponses très rapidement et beaucoup plus rapidement que d'autres pays. La France a été une vraie start-up pour le coup sur ce sujet-là, donc c'est super appréciable. Donc un certain nombre de mécanismes ont été mis très rapidement en place à travers le chômage partiel, les déclarations de charges sociales qui pouvaient être décalées dans le temps, à travers les congés maladie pour garde d'enfants à la maison et notamment à travers notamment aussi tous les mécanismes d'anticipation des crédits d'impôt qui pouvaient être versés en avance et plus rapidement. Donc vraiment, l'État a joué son rôle plein. Ça, c'était le rôle de l'État. Il y a eu beaucoup de surcommunication là-dessus, mais globalement, les boîtes ont toutes réussi à faire en sorte que ces mécanismes soient mis en place chez eux, si elles y étaient éligibles, bien évidemment, et j'insiste sur ce sujet-là. Petite parenthèse très rapide, l'éligibilité est un élément sur lequel moi je me bats énormément parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi dans cette période, qu'il faut conserver des comportements civiques et l'État n'est pas non plus un bisounours entre guillemets. Un certain nombre de gens et d'intérimaires ont été embauchés pour pouvoir contrôler tous les dossiers qui ont été déposés. Donc je vous dis pas, faut pas déposer de dossier de manière intelligente. Sur le deuxième sujet, vous m'entendez? On t'entend, ouais, il y a eu une petite coupure, mais tu es bien de retour avec nous. Sur le deuxième sujet, à proprement parler du PGE, donc ça c'est l'État à un moment qui s'est dit je vais aussi faire financer cette aide par les banques et demander aux banques un petit peu de manière de forte, je vais forcer un peu la main des banques pour leur dire il va falloir faire des prêts garantis par l'État à hauteur de 90% et ces prêts vont permettre aux entreprises de se financer et de financer la crise et le problème de croissance qu'ils connaissent aujourd'hui. Donc ces prêts sont en théorie, je dis bien en théorie, je vais revenir là-dessus, pour l'ensemble des sociétés, peuvent aller jusqu'à hauteur de 25% du chiffre d'affaires ou 2 ans de masse salariale pour celles qui ne font pas de chiffre d'affaires. Une fois qu'on a dit ça, il y a beaucoup de gens qui rapportent en disant j'ai pas eu 25%, j'ai eu que 20% du chiffre d'affaires. Attention, on a mis des plafonds en place, ça ne veut pas dire qu'on va avoir tous des plafonds. Il y a certaines sociétés qui ont cru que c'était, encore une fois, je vais revenir souvent là-dessus, mais ils ont cru que ça allait être l'Eldorado et qu'ils allaient pouvoir toucher énormément d'argent. Et on leur a dit, il faut justifier par un business plan, par un BP, par un budget, pourquoi tu as besoin de cet argent. Si tu n'as besoin que de 200 000 euros, je ne vais pas te prêter ton plafond de 400 000. Ça, c'est important de le répéter parce que ça crée un certain nombre de frustrations. Et ces frustrations, franchement, il faut pas les prendre comme telles. Le deuxième sujet, c'est certains d'entre vous m'ont dit, moi, je n'ai que 8-9 mois d'existence, j'ai pas d'arrêté 2019, comment je fais pour avoir un crédit? Les banques, encore une fois, ont été assez souples et je le répéterai encore aussi plusieurs fois, mais j'ai jamais vu autant de souplesse à travers l'État et à travers les banques que ces 4-5 dernières semaines. Donc, s'il est bon de le rappeler. Donc, les banques ont dit, écoute, on va prendre tes 3 mois de chiffre d'affaires, on va les multiplier par 4 et on va en prendre 25%. Bon an, mal an, ça te fait 1 an de chiffre d'affaires et on en prend 25%. Donc là, encore une fois, on a trouvé des solutions. Après, il y a certaines banques qui n'ont pas voulu jouer le jeu ou qui ont mal joué le jeu au début. L'État a mis en place ce qu'on appelle un médiateur du crédit. Ça, je pourrais vous donner dans un mail que je transférerai à Ludovic toute la procédure, mais le médiateur du crédit, je l'ai encore appelé ce matin sur un sujet, est un organe très réactif qui va appeler la banque et qui va dire mais pourquoi tu ne joues pas le jeu? Pourquoi toi, banque, tu n'as pas voulu prêter à un tel?
donne-moi l'explication. Donc ça, c'est déjà, pardon, on a été coupé, on est revenu, c'est déjà la phase 1 très importante où on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de steps sur lesquels on peut argumenter pour pouvoir y arriver. Juste petite question sur le médiateur du crédit, petite question. Pardon. Toi, quand tu as pu, pour le compte de tes clients, te rapprocher du médiateur du crédit, ça a débloqué quasi systématiquement la situation? Exactement. N'hésitez pas à user de vos réseaux. Alors, je le vois à travers je suis dans quelques groupes du réseau Entreprendre justement, donc je le vois dans quelques groupes du réseau Entreprendre qui discutent. N'hésitez pas à utiliser les gens qui connaissent des gens. Là, c'est le moment où on va voir ses bons amis et ses mauvais amis. Donc moi, typiquement, sur certains de mes clients, intervenir auprès des banques que je connais bien en leur disant attention, tu commences à avoir un bad buzz, telle marque de banque, faites attention. Les banquiers sont très réactifs et expliquent soit pourquoi ils veulent pas y aller, soit disent ok, on s'est planté, on corrige, on prête. Et la deuxième chose, pour répondre à ta question sur le médiateur du crédit, moi je l'ai appelé une ou deux fois quand je lui ai écrit, parce qu'on lui écrit à ce monsieur, à cet organisme, une ou deux fois, j'ai eu des réponses en 72 heures à chaque fois où on m'a dit on va se rapprocher de la banque que vous nous avez citée qui bloque tel dossier de PGE et magie ou pas, le lendemain j'avais un préaccord de la banque qui me disait mea culpa, on a mal instruit le dossier, on était en retard. Il faut aussi comprendre que les banques elles bossent à distance, elles ont des back-office normalement très contraignants qui sont complètement délocalisés parce que chacun bosse de chez soi. Donc clairement, plus de demande qu'il faut être patient. Le PGE, si vous ne l'avez pas eu la semaine dernière, c'est pas un échec. Le PGE, il va être possible pendant toute l'année à venir. Donc clairement, je prends mon cas typiquement de ma société, je vais certainement demander un PGE pour pouvoir prendre un petit bol d'air d'un point de vue trésorerie. Ce PGE, je ne l'ai pas demandé au premier jour. J'ai édité une demande par email pour dire OK, je vais vous demander un PGE. Je le ferai dans 2-3 mois quand les dossiers les plus urgents sont passés. Les banques ont traité en priorité les boîtes du travel, les boîtes de l'entertainment, toutes les boîtes qui avaient un impact de la restauration, toutes les boîtes qui avaient un impact très très fort. Et toutes les banques vous le diront, on traite en priorité les dossiers les plus compliqués en termes de trésor, ce qui est logique et humain. Et aussi, certains m'ont dit, bah tiens, j'ai contacté la BNP, c'était pas ma banque, je les ai contactés pour leur demander si ils voulaient devenir mon banquier et en même temps qu'ils me fassent un PGE. Là, la réponse, elle est évidemment non. Ce que je dis à travers les différentes conférences que je peux animer dans l'année ou à tous nos clients qu'on a, c'est un banquier, c'est comme un mari ou une femme. Il faut agrémenter tout au long de sa vie un peu d'amour et un peu de relation. Je dis ça en rigolant, mais si votre banquier, vous lui parlez jamais et que d'un coup, vous lui dites hey, au fait, il me faut 300 000 euros, tu me les donnes demain, vous n'allez pas être sa priorité. Il est super important de parler régulièrement avec votre banquier et c'est sûr que si vous allez chercher un nouveau banquier dans cette période, il va vous répondre je suis désolé, tu n'es pas ma priorité, j'ai déjà 200 dossiers clients qui courent, j'en ai 50 très urgents, j'en ai 150 à arbitrer derrière. Toi, tu viendras, mais tu ne viendras pas avant novembre-décembre prochain. Donc, encore une fois, il faut aller voir ses banquiers, il faut avoir de bonnes relations avec eux tout au long de l'année pour pouvoir permettre qu'ils soient au courant de la vie de votre entreprise et qu'ils ne soient pas là que dans les mauvais moments. Mais oui, en tout cas, pour répondre à la question, il y a beaucoup de mécanismes qui permettent de pousser les dossiers et de permettre d'obtenir quand même ces fins. Aujourd'hui, petite info très 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 récente, donc encore à prendre avec quelques pincettes entre guillemets, mais qui va être mis en place dès lundi, mardi. La BPI va créer le PGE Innovation, qui s'adresse à un certain nombre de boîtes parmi vous. Ce PGE Innovation va se substituer aux banques qui, pour des raisons de capitaux propres négatifs, pour une raison de certain nombre de choses, ne veulent pas prêter à certains acteurs. Et la BPI va jouer ce rôle de banquier. Donc je pense moi que l'État fait d'abord jouer la carte des banques et maintenant s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de trous dans la raquette et essaye de les colmater au fur et à mesure. Donc encore une fois, on est dans l'ultra-réactivité. Dites-vous qu'il y a 4 semaines, le terme PGE n'existait pas, le terme confinement n'existait pas, le terme webinar existait mais était 10 fois moins usé qu'aujourd'hui. Donc on vit l'actualité et petit à petit, on va y arriver et on va avoir, je pense, 90% des gens qui seront satisfaits. Il y aura tous des insatisfaits malheureusement, mais ça, c'est malheureusement, on ne pourra pas y passer. C'est intéressant ce que c'était intéressant à ce que tu disais effectivement sur les perspectives d'un nouvel instrument créé ad hoc par la BPI pour répondre à ceux justement qui auraient potentiellement été laissés sur le bord de la route par les banques. Notamment, on a pas mal de lauréats chez nous qu'on accompagne qui sont chez Conto
et du coup, vis-à-vis de leurs banquiers, étant donné que les flux ne passent pas par les banques traditionnelles, ils étaient bloqués. Est-ce que tu penses que ça, c'est typiquement une solution qui leur permettra d'être accompagnés là-dessus? Bah, pour être super transparent, moi je connais très très bien les équipes Conto. Je pense que ceux qui sont chez Conto ont reçu le mail de Conto qui leur disait qu'ils étaient un peu navrés de la situation et c'est vrai que les dirigeants ont poussé et ont appelé vraiment les organes étatiques en disant bah, on est une exception mais on peut pas financer nos clients et nos clients vraiment ont besoin de ce financement. Donc clairement, vous voyez, c'est vraiment on en est à la Startup Nation, c'est-à-dire que tout va très très vite dans la communication. Derrière ça, quand moi j'ai appris le sujet BPI, PGE Innovation, l'un des arguments de la BPI dans le petit texte que j'ai eu, auquel j'ai eu accès et avec qui j'ai pu échanger avec des personnes de la BPI, c'est exactement pour le cas que tu cites, c'est-à-dire il y a marqué pour tous ceux qui ont un compte bancaire Conto-like, il faut trouver une solution et ben le PGE Innovation en est une. Donc ouais, forcément ça n'avait pas été pensé au premier abord. Il faut bien se dire que ça fait encore une fois que 4 semaines. Donc, ils n'avaient pas pensé qu'il y avait des entrepreneurs qui n'avaient pas un compte bancaire dans un établissement de crédit, mais seulement dans un établissement bancaire. Et bah là, ils sont en train de le corriger via ce PGE Innovation. Et peut-être aussi, moi, je peux remarquer aussi beaucoup de lauréats en ce moment qui dès l'annonce de ce dispositif, en fait, se sont rués dessus et ont demandé systématiquement du coup le plafond. Et on voit que ça leur prend beaucoup de temps et d'énergie parce qu'encore une fois, les réponses des banques, étant donné qu'elles, on disait x10, x15 par rapport à un nombre de demandes habituelles, alors que les équipes, du côté des banques sont les mêmes et en plus à distance, là où le système bancaire n'est pas nécessairement fait, il est très centralisé, pas forcément fait pour être géré depuis chez soi. Est-ce que tu as des conseils, des recommandations à donner à ceux qui nous écoutent? Vraiment, très sincèrement, il faut avoir un sens civique, comme je vous l'ai dit en première partie, sur les demandes et les aides qu'on fait. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et de toutes les façons, il y aura des contrôles derrière. De la même manière, sur les PGE, moi, j'ai eu un ou deux, pour ceux qui me connaissent, je vois dans les participants qu'il y en a quelques-uns qui me connaissent, j'ai un franc-parler. J'ai eu un ou deux accrochages avec des bons clients et qui restent des bons clients en leur disant, tu es en train de demander 1 million d'euros parce que tu fais 4 millions de CA. On ne te les donnera jamais parce que tu n'as pas besoin de ce million d'euros. Si tu demandes 500 millions, tu les auras 3 fois plus vite et de manière beaucoup plus efficace. Ne fais pas n'importe quoi. Il y en a un ou deux qui ont commencé un petit peu à grogner et qui ont déposé finalement des dossiers avec les plafonds. Et derrière, ils ont aujourd'hui encore en discussion et ils me rappellent en me disant putain, tu avais raison. Finalement, on va avoir que 500 000 et j'ai pédalé pendant 2 semaines à faire du ping-pong avec ma banque qui de toutes les façons reste inflexible. Encore une fois, c'est pour moi et du sens civique et une énergie plutôt positive dans les sujets. Vos sujets, traitez-les en priorité. Et ça, on va y venir dans la deuxième partie, mais il faut passer derrière vous tout ce qui est chômage partiel, PGE, URSSAF. Une fois que vous les avez mis en place de manière correcte, c'est fait, c'est acté, on n'en parle plus. Et mieux vaut avoir 3/4 du plafond très rapidement que d'avoir le plafond dans 6 mois parce que le dossier va passer par 10 000 comités parce que personne ne va vouloir vous les prêter et au final, vous les aurez peut-être pas. Donc, encore une fois, il faut garder bonne proportion. Il faut être conscient de ce dont on a besoin. Et il ne faut pas faire n'importe quoi parce qu'en face, on a des professionnels. L'État est un professionnel sur les demandes qui sont faites et les banques sont des professionnels du crédit. Donc, mettez-vous dans l'état d'un banquier à qui on est en train de demander de briser ses ratios bancaires pour pouvoir prêter de l'argent à zéro ou quasi zéro sous prétexte qu'on est en crise. Donc là, la banque, elle joue encore une fois son rôle. Que chacun joue son rôle et que chacun ne fasse pas n'importe quoi. Et les gens qui ont demandé des justes montants les ont eu vraiment dans 90% très, très rapidement. Top, super. Et effectivement, je pense que c'était vraiment important aussi de rappeler que le PGE n'est pas un dispositif très éphémère. Il va pas disparaître dans les tout prochains jours. C'est un dispositif qui va rester en place pour les prochaines semaines, prochains mois. Et donc, faut pas oublier aussi que ça reste de la dette qu'il faudra rembourser un jour. Rembourser. Et donc, pas forcément, pas confondre plafond et besoin, effectivement. Je pense que c'était peut-être important de le rappeler. Est-ce que tu veux vas-y. J'allais regarder rapidement les questions. Moi, je les ai classées par vote. N'hésitez pas à voter pour les questions, comme ça permet de remonter les meilleurs. Mathieu, devons-nous ralentir la croissance, serrer tous les budgets et sécuriser l'entreprise en prévision d'une prolongation de période de confinement? Ça, on en parle peut-être pareil dans le deuxième point, qui est, je suis pas un prévisionniste du Covid, mais en revanche, je suis un prévisionniste des chiffres, donc on en parle volontiers tout à l'heure, Mathieu. Max qui dit comment faire quand on est client dans aucune banque traditionnelle, néobanque uniquement, c'est mort pour le PGE. Eh ben non. C'est mort jusqu'à présent, mais le PGE Innovation devait sortir hier, puis aujourd'hui. J'espère qu'il sortira lundi ou mardi. Il a été décidé il y a quasiment 10 jours, donc on ne peut pas dire qu'il ne soit pas réactif.
Quelle solution si notre banque n'accepte qu'une partie de notre PGE? Alors, soit tu crées un pool bancaire, tu as deux choix, soit tu as plusieurs banques et tu leur dis, bah, prêtez-moi chacun un petit peu et on arrive à ce que je veux. Deuxième choix, il y a bah, finalement peut-être que le montant que tu as demandé est trop élevé et tu peux le revoir et accepter ce qu'ils t'ont proposé. Et troisième chose, eh bah, n'hésitez pas aussi à aller durcir le ton en écrivant au médiateur du crédit, en disant je ne comprends pas, je suis éligible à 100, ma banque, moi je lui ai demandé 80, elle ne veut me prêter que 30, comment fait-on? Et là, le médiateur du crédit peut aller dans votre sens en disant bah, entre 30 et 80, on va peut-être arriver à 70 et forcer un peu la main à la banque pour le faire. Même si on n'est pas dans l'extrême urgence de cash, penses-tu qu'il soit prudent de décaler les URSSAF? Alors, ça, c'est un point intéressant. Tous les mécanismes qui ont été créés, il y a eu à boire et à manger dans tout ce qui s'est dit. Je pense que l'URSSAF, même si vous n'êtes pas dans le besoin, vous pouvez le décaler. C'est quelque chose qui se fait assez bien. En revanche, certains ont essayé et ont fait même du décalage de TVA, ce qui n'est pas autorisé. On fait un peu tout et n'importe quoi dans les décalages. Donc, s'il y avait quelque chose à décaler, en tout cas, mon conseil, ce serait les URSSAF parce que c'est vraiment autorisé. Et n'oubliez jamais dans vos prévisions de cash que tout cet argent, pour l'instant, il n'a pas été annulé par personne. Donc, il est dû. Donc, c'est pas parce qu'on le décale qu'on le paiera pas. Oui, même si tu n'es pas dans l'extrême urgence, moi, je suis assez conciliant avec mes clients qui me demandent de décaler l'URSSAF parce que je pense que c'est le mécanisme le plus facile à décaler. En revanche, n'oubliez jamais que c'est de l'argent qui est encore dû. Il n'y a personne qui a décidé d'annuler les dettes URSSAF. J'entendais hier soir sur BFM Bruno Le Maire qui parlait avec des entrepreneurs et les entrepreneurs lui demandaient. Il n'a jamais dit oui. Il n'a pas encore dit non. C'est la première fois qu'il dit pas non, mais il n'a jamais dit oui. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 90% sûr que toutes ces dettes URSSAF décalées, elles seront dues dans le temps. Un infime espoir qu'il y en a certaines qui soient annulées, mais pas pour l'instant. C'est important de le rappeler. Ouais. Voilà. Et si vous voulez, ça reste que mon humble opinion, mais si jamais il y avait une annulation d'URSSAF, je pense qu'elle se ferait sur un mois précis à venir et pas sur le passé, histoire de ne pas avoir de situation injuste, ou alors elle se fera sur un secteur d'activité très très touché et très impacté et pas sur la totalité. Il est évident qu'ils ne pourront pas faire n'importe quoi sur ce sujet-là. Autre question sur le pool de banques, juste que tu peux revenir rapidement là-dessus. On peut faire appel donc à plusieurs banques pour une seule et même demande de PGE. Complètement. Moi, j'ai des clients qui ont HSBC, BNP. On a mis dans un mail HSBC, BNP en leur disant que vous êtes les deux banques. Pareil, faut la jouer sportivement. C'est leur dire vous avez des flux tous les deux de la société qui arrivent dans vos comptes parce qu'on ne peut pas demander des PGE à des gens à qui on donne pas de flux. Faut bien le rappeler. Qu'un organisme bancaire, c'est pas un philanthrope. C'est quelqu'un qui doit faire de l'argent et aujourd'hui, on lui demande de faire des crédits gratuits. Donc, il est déjà mal barré pour en faire de l'argent. Mais c'est important de rappeler tout ça parce que je veux pas casser l'ambiance et je suis très supportif, mais c'est pas le supermarché aujourd'hui de l'offre d'aide et de subventions. C'est des mécanismes qui ont été mis en place, mais il va falloir forcément les récompenser à un moment, ces mécanismes. Toutes les dettes qu'on est en train de créer, il y aura certainement de l'impôt plus tard, il faut qu'on s'y attende. Et tout ce qu'on demande aux banques aujourd'hui de prêter, les frais bancaires, ils vont augmenter, ils vont exploser. Il faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, ils prêtent de l'argent à zéro. C'est pas le Père Noël, la banque. Donc oui, pour revenir au pool bancaire, oui, vous pouvez le faire si vous avez des partenaires bancaires, les mettre dans une boucle de mail en leur disant plutôt que de vous engager à 100% sur mon PGE, est-ce que vous seriez prêt à le faire à 50-50? Le token qui est fourni par la BPI reste le même d'ailleurs pour la petite histoire. Donc ça, c'est pareil, c'est un token qui se génère en 10 minutes sur une plateforme qui a été créée en 2 jours. On peut les remercier pour ça. Et derrière, vous avez votre token, vous le filez à votre banque et la banque, elle vous débloque l'argent sous une semaine à 10 jours pour les plus lentes. Donc oui, c'est tout à fait possible. Et peut-être prendre une dernière avant d'enchaîner sur les parties suivantes pour qu'il nous reste quand même suffisamment de temps. Parce que de toute façon, on réorganisera au vu du nombre de questions qu'on a, sans doute des contenus autour de ce sujet. Tu confirmes qu'on peut bien le rembourser avant la fin des 1 an de la date anniversaire du PGE. Si on se rend compte qu'on a pris trop et qu'on en a finalement, on n'a pas tous besoin là, on peut le rembourser en anticipé. Ça et d'une, oui, tout à fait. Et de deux, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont eu des contrats. Pour l'instant, il y a même des banques qui ont donné des PGE à certains de mes clients sans avoir, on n'a pas signé de contrat à proprement parler. Donc, c'est juste dingue dans cette situation-là. Donc, les conditions, on les a pas parfaitement, mais a priori, et je le répète bien, a priori, le PGE pourra être remboursé par anticipation sans aucun frais. C'est dans l'intérêt de la banque qui prête beaucoup d'argent en ce moment, donc de récupérer de l'argent. C'est clair qu'ils le voudront. Et après, de la même manière, c'est pas encore très très clair et j'ai vu des contrats pour le coup assez différemment écrits, mais il sera possible de décaler
tout ou partie du PGE si on a du mal à le rembourser au bout des 1 an. Donc, tout ça, faut le prendre avec des pincettes. Encore une fois, on est en train de vivre un moment très très court. On n'a pas encore tous les reculs, mais vraisemblablement, on pourra le rembourser par anticipation et on pourra l'étaler dans le temps. Top, merci beaucoup Benjamin. Je propose qu'on avance du coup aux 2 parties suivantes, sachant qu'encore une fois, on refera, en fonction du temps qui nous reste, peut-être qu'on reviendra sur des questions s'il y en a encore. Et si jamais, on réorganisera quelque chose autour de ce sujet-là. Du coup, maintenant, est-ce qu'on peut parler du pilotage de sa boîte et entre autres de sa trésor? Quels outils, selon toi, sont indispensables, sachant que dans les personnes qui sont au bout du fil, là, on a des gens de tout secteur d'activité, des maturités de boîte très différentes. Selon toi, c'est quoi les must-have, les outils de pilotage indispensables pour piloter sa boîte aujourd'hui en ce moment? Nous, ce qu'on dit toujours à nos clients chez Dossier Finance, c'est il y a 2 choses à avoir, c'est quoi? 3 choses à avoir. C'est tes KPI business qui sont ton business, ton activité, quelle que soit l'activité, que ce soit un nombre de plats servis, que ce soit du booking dans une boîte SaaS, que ce soit un nombre de paniers vendus dans un e-commerçant. Ça, c'est tes KPI propres qui doivent toujours rester ton nerf de la guerre et qui doivent être revus tout au long de la période de confinement et dans la période qui va suivre. Parce qu'on en parlera aussi de la période qui va suivre. La deuxième chose, c'est ton compte de résultat, c'est ton PNL, c'est ta compta, chose qui est de plus en plus compliquée à suivre quand on n'a pas d'activité, quand on a des experts comptables qui sont débordés, on n'a pas toujours des comptas à jour, on a des frais qui se décalent, c'est un peu compliqué, mais dans la mesure du possible, d'avoir une idée de combien je perds comptablement chaque mois, combien j'en gagne chaque mois pour ceux qui sont beaucoup moins impactés. Et après, la troisième chose, qui était déjà un élément important, mais qui devient pour moi le nerf de la guerre, on aurait pu appeler cette conf cashifting. Moi, on a créé tout un module de formation chez nous pour vraiment s'armer là-dessus. C'est que l'argent, avant, c'était important dans un monde où il y avait de la surliquidité, où il y avait de la capacité à lever de l'argent, où il y avait une surabondance. Je ne dis pas que demain, il n'y a plus rien, parce qu'on n'en sait rien. On ne sait pas comment va réagir le marché derrière, mais il faut se dire qu'aujourd'hui, l'argent, c'est la seule manière de piloter correctement votre activité. Ça passe par quoi l'argent? Ça passe, je vous dis pas de compter votre compte en banque tous les jours, mais ce que je veux vous dire, ça passe par quoi? Ça passe par tous les décalages qui ont été créés et qui permettent de respirer un petit peu. Ça passe par tous les organismes non dilutifs dont on a parlé, les PGE, les emprunts. J'ai vu des sujets sur les factoring, etc. On va y revenir. Sur tous ces sujets-là qui sont une bouffée d'air qui peuvent vous être donnés par du non dilutif. Ça passe pour ceux qui ont été financés par des business angels, par des fonds, par un support de ces gens-là. Les fonds aujourd'hui vont a priori pas réinvestir ou pas investir aussi rapidement qu'avant. En revanche, vont garder l'argent qu'ils ont levé et ils sont tous correctement financés aujourd'hui en France. On a cette chance pour refinancer les participations dans lesquelles ils ont mis de l'argent. Donc, aller solliciter un peu d'argent, aller solliciter des nouveaux mécanismes qui étaient un peu moins sexy ces derniers temps, type obligations convertibles, tous ces sujets-là, ça va permettre de récupérer de l'argent. Mais ça passe aussi d'un point de vue business par est-ce que mon offre de service, je ne peux pas l'adapter? Est-ce que je ne peux pas permettre de faciliter le business pendant cette période de confinement? Et ça, c'est très différent d'un business à l'autre, effectivement. Ça passe par, est-ce que d'habitude, je ne disais pas à mes clients, la facture est payable à 30 jours, mais je t'en laisse 60 à payer, et ben là, il faudra qu'elle soit payable à 30 jours. Je le dis et je l'applique vraiment sincèrement aussi à mes clients. Je permets à ceux qui, je sais, ont des conditions défavorables en ce moment de payer dans plus de temps. Donc, je suis un bon fournisseur pour eux. Et en revanche, ceux qui ont de l'argent, je suis plus dur avec eux. C'est-à-dire que je veux être un bon fournisseur, mais je veux aussi que mes clients soient des bons clients. C'est-à-dire que la vraie angoisse et inquiétude aujourd'hui du gouvernement, et vous l'entendrez si vous écoutez les infos tous les jours, c'est que la machine ne repart pas et c'est que les gens ne jouent pas le jeu de se payer entre eux. C'est-à-dire qu'on vous a dit que vous pouviez ne pas payer l'URSSAF, que pour certains, il y avait des loyers décalés, etc. Mais si on ne se paye pas entre nous, la machine va s'arrêter. Si la machine s'arrête, elle ne redémarrera pas. C'est une évidence. Ou elle démarrera beaucoup plus longuement. Donc, c'est important, c'est que ça passe justement, ce nerf de la guerre du cash, ça passe par un meilleur recouvrement. Il n'y a pas de honte à dire à un de vos clients, écoute, ça fait 2 fois que je te relance, la 3e fois, je vais commencer à vraiment me dire que tu n'es pas un bon acteur avec moi. Pendant ces périodes de crise, tout le monde n'en a pas forcément connu autour de ce webinaire, mais on s'aperçoit de ses meilleurs amis, que ce soit ses amis banquiers, ses amis clients et ses amis fournisseurs. Et c'est cette relation qui va transparaître dans votre gestion du cash.
C'est-à-dire que votre gestion du cash, c'est pas de se dire, bah, sur mon compte en banque, il me reste 100 000, ah bah, ce mois-ci, il me reste plus que 80 000. C'est, il me reste 100 000, il devrait me rester plus que 80 000 le mois prochain. Comment je fais pour qu'il m'en reste 90? Et ça va être l'obsession de tous les dirigeants, de comment je garde mon cash, soit en vendant plus, en collectant plus, soit en dépensant moins. On fait souvent chez DC Finance un audit d'habitude, on va dire dans la période avant confinement. Il y aura un avant et après confinement, clairement. Mais avant confinement, je faisais souvent un audit de tous les logiciels qui étaient utilisés dans une boîte. Et là, on s'apercevait qu'il y avait parfois dans certaines boîtes, il y avait 20, 40, 50 salariés pour 10 000 euros d'abonnement mensuel sur des logiciels dont un bon quart ne servait à rien. Ne servait plus à rien parce que le tech avait pris tel abonnement à tel logiciel, mais que ce logiciel ne servait plus à personne, qu'on n'avait même plus les mots de passe du logiciel. Quelque part, c'est anecdotique, mais si vous trouvez 2, 3, 4, 5, 10 000 euros par mois d'économie sur votre vision future, c'est 10 000 euros x 12, ça fait 120 000 euros. C'est peut-être 1, 2, 3 mois d'activité que vous laissez avec vous. Donc, il n'y a pas de petites économies. Je vous dis pas de compter les sous. Je vous dis juste que votre obsession soit comment j'améliore ma perspective de cash du mois prochain. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a à mettre en place parce que si je revenais sur une question intéressante qui était tout à l'heure de dire combien de temps le confinement, devons-nous ralentir la croissance, serrer sous les budgets et sécuriser l'entreprise en prévision d'une prolongation de période de confinement? J'en sais rien. Je sais même pas, chaque intervention, on est tous derrière notre télé, on ne sait pas ce qu'il va dire, on ne sait pas ce qu'ils vont dire, on ne sait pas si ce qu'ils nous donnent comme date du 11 mai, c'est une date réaliste ou pas. Tout le monde y va je connais le beau-frère d'un cousin qui travaille à Cochin et qui va me dire que le confinement, il s'arrête dans 15 jours. On n'en sait rien au final. Ce que je dis, moi, c'est il faut continuer à essayer de vendre son produit, à essayer de développer sa marque, tout en faisant un certain nombre d'économies et surtout tout en étant très proche de ses clients et ses fournisseurs. Si vous êtes proche de vos clients et de vos fournisseurs, ça passe par moi, j'ai pas mal de belles scale-up qui me disent on a mis au chômage partiel un paquet de l'activité, sauf le customer care. Pourquoi pas le customer care? Parce que on veut que nos clients soient peu de prestations qu'ils prennent en ce moment. Parce que c'est comme ça qu'on peut créer de la vente supplémentaire pendant cette période-là, qu'on peut quasiment devenir contracyclique et qu'on peut surtout préparer la sortie de crise. Parce que la date de sortie, personne ne l'a. La date de reprise de l'activité qui est différente de la date de sortie, personne ne l'a. Est-ce qu'on va reprendre une activité normale en septembre, en décembre, en février prochain? J'en sais rien. En revanche, il faut écrire tous ces scénarios. Et c'est là où nous, par exemple, en ce moment, on bosse beaucoup. Je vous avoue que nous, on est plutôt en suractivité chez 2C. Pourquoi? Parce qu'on crée des scénarios de quel est le best case, quel est le middle case, quel est le worst case, quel est le case si j'arrive à trouver un produit qui est contracyclique, quel est le case si je continue dans le business que j'ai aujourd'hui, quel est le case si je réduis malheureusement une partie, il ne faut pas avoir peur de ces gros mots, mais si je réduis une partie de ma masse salariale à la sortie de la crise, tous ces sujets-là, il faut qu'ils viennent. Moi, les boîtes que je vois actuellement, on a encore quelques audits pour les fonds d'investissement qui investissent et qui avaient encore des invests en cours. On leur dit, faites moins de croissance sur les 3 prochaines années, mais réussissez à devenir plus rapidement rentable. Donc, il est évident que pour répondre à ta question, Mathieu, je ne vous dis pas il faut ralentir la croissance. Je dis qu'il faut plus vite chercher la rentabilité. Et parfois, ça se fait au détriment de la croissance, malheureusement. Petite question au passage, ceux qui avaient des levées de fonds en cours dans les tuyaux là avant tout ça, qu'est-ce que tu peux constater toi des investisseurs historiques, de leur réaction, de comment faire? J'ai envie de dire, il y a 3 cas. Il y a les boîtes qui étaient en cours d'invest et qui sont soit contracycliques, soit hors cycle, et dans lesquels les fonds continuent. Nous, je vous dis, on a 50% de notre activité, 60% de notre activité. Donc, c'est pas mal. On n'est pas à zéro sur la partie du deal. Donc, ces business-là continuent. Il y a ceux sur lesquels les comités hésitaient. Et ça, malheureusement, l'hésitation, elle va généralement du mauvais côté. Donc, on nous dit, posez le stylo, on va arrêter cette due deal-là. Ça, malheureusement, ça arrive. Et puis, il y a des comportements, moi, j'en ai vu peu, mais j'ai entendu quelques mauvais comportements de fonds qui ont arrêté complètement des term sheets qui étaient plutôt louables et qui étaient plutôt normalement bien et qui ont arrêté l'invest. Donc, je vous dis pas, encore une fois, il n'y a pas un blanc, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. C'est, il y aura des invests, ça continue d'avancer. J'ai des fonds qui m'ont appelé
en me disant, bah là, on n'avait pas prévu, mais on voudrait faire cet investissement-là. Donc, il y a encore du support et il y a encore ça. Après, forcément, les valos qu'on a connus vont être revus légèrement à la baisse. Il ne faut pas que les fonds soient des mauvais acteurs qui profitent du système. Et pour l'instant, ils n'ont pas le cas, ils n'ont pas envie de le faire. Moi, je suis trésorier de France Digital. Là, il y a une charte qui est signée cet après-midi par tous les fonds pour être respectueux de l'environnement actuel et de ne pas profiter de l'environnement pour acheter des boîtes à la casse. En revanche, il va y avoir aussi des opportunités pour certains acteurs qui vont dire, eh ben, tiens, telle boîte, je vais la racheter parce qu'elle va pas bien, etc. Donc, il n'y a pas une réponse claire là-dessus. Il n'y a pas un arrêt des invests. C'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, et comme je te l'ai dit tout à l'heure, avant qu'on commence le webinar, Ludovic, il y a des startups dans d'autres webinars qui m'ont dit, mais vous pensez que les fonds vont revenir nous parler en septembre ou en octobre? Moi, je vous réponds vraiment avec beaucoup de gentillesse, mais aussi avec beaucoup de froideur. Faites en sorte qu'elles viennent déjà vous parler mi-2021 ou début 2022 et n'attendez pas à ce qu'elles viennent en septembre-octobre parce qu'on n'en sait rien. Et mieux vaut être prêt à tenir 6, 12, 18 mois de plus plutôt que de se dire dans 3 mois, la solution va être trouvée. Donc, clairement, je ne vous dis pas tout est pourri et l'avenir est pourri. Je vous dis, on n'en sait rien. Mieux vaut avoir des scénarios, et c'est là le rôle de votre DAF, de votre expert comptable, de vous-même, si vous êtes aux manettes là-dessus, mais c'est le rôle de cette personne-là de vous dire, viens, on écrit 3, 4 cas possibles. Quel est mon meilleur scénario? J'en sais rien, mais il faut que je les ai tous écrits pour que au moins je sois prêt pour l'avenir. Top. Je pense qu'effectivement, c'était aussi important de rappeler, tout comme tu l'as fait dans la première partie, sur ce sujet de trésor, d'avoir un comportement aussi citoyen pour effectivement que le circuit ne s'arrête surtout pas. Et du coup, de ce que tu recommandes, de ce que j'ai compris, c'est vraiment de se concentrer sur ces postes fournisseurs-clients et de regarder fournisseur par fournisseur, client par client, quelle nature de relation on veut avoir aujourd'hui et pour demain aussi, parce que c'est important de penser à l'après, parce que faire des mauvais coups aux uns aux autres, en fait, ça se payera aussi de toute façon un jour, et notamment dans une reprise, on devra s'appuyer sur des partenaires solides. Donc, je pense que c'est ça, c'est réussir à jongler en fait sur cette équation qui est pas évidente à résoudre. D'un côté, avoir suffisamment de trésor pour avoir une boîte qui continue de tourner, et puis pas non plus mettre d'autres personnes sur le tapis dont on aurait besoin demain. Ah mais clairement, et je vais même aller plus loin dans ce que tu dis là. Moi, j'avais eu la chance via France Digital d'intervenir dans un petit cercle avec Cédric O à Bercy 2 jours avant le confinement. Et sa phrase qui m'avait marqué, qui m'avait dit, pas mal d'ailleurs de textes sont sortis post cette réunion, mais en disant, on va mettre en place tout ce que vous êtes en train de nous dire. On vous demande une chose, c'est que les clients et les fournisseurs se payent entre eux. Et à l'époque, le mot, à l'époque, c'était il y a 6 semaines, mais c'était de dire si un grand groupe ne joue pas le jeu de payer une des startups que vous pouvez avoir comme client, comme présent dans l'écosystème que vous connaissez, remontez-nous l'information. Il est super important que les grands groupes jouent le jeu. Donc, pour certains d'entre vous, vous bossez peut-être en B2B avec des grands groupes. Pareil, le médiateur du crédit, j'ai eu, je peux pas les citer, mais quelques expériences locales où c'est les directions générales de ces grands groupes qui ont été appelés en disant t'as pas payé telle startup, pourquoi tu l'as pas payé et pourquoi tu mets 60 jours de plus que prévu. Et ça s'est vraiment passé ces 4 dernières semaines. Des exemples chez certains de mes clients où les grands groupes ont été appelés et on parle qui a été appelé, c'est la direction générale qui a directement été appelée par certains DIRCAB de cabinet de Bercy en disant pourquoi tu ne payes pas. Je me suis retrouvé dans des boucles de mail avec des gens que je n'aurais jamais pu connaître l'adresse mail si j'avais pas été dans cette boucle de mail en tant que prestataire. Mais en gros, c'était le DG d'un grand groupe du CAC 40 à qui on écrivait en disant s'il te plaît, fais en sorte que tes équipes payent toutes les petites PME et startups et ETI françaises. Donc vraiment, c'est top. Je trouve que la réaction est tellement positive qu'il faut pas s'en plaindre et il faut se dire jouons tous le jeu intelligent. Et comme tu le disais et comme je le disais juste avant, il y a des opportunistes et des bad guys dans ces périodes-là. Moi, ces gens-là, j'ai très d'estime pour eux et je me dis que de toute façon, ça tournera et que la crise, on n'y sera pas tout le temps. Et il faut garder ces bons clients, ces bons fournisseurs, ces bons réseaux partenaires comme vous l'êtes et que vous organisez des choses, ces bonnes banques qui sont gentilles et les autres, faut pas hésiter, non pas à faire, je suis pas en train de vous dire on va être à faire de la délation à tout bout de champ, mais gentiment les rappeler à l'ordre en leur expliquant qu'il existe des médiateurs du crédit, il existe des médiateurs des entreprises, il existe l'État qui est réactif et il existe plein de gens qui ont envie
que la machine ne s'arrête pas. Top. Merci beaucoup, Benjamin. Alors, je vois que on a dans nos auditeurs et auditrices plusieurs personnes qui sont dans l'univers de la restauration avant d'attaquer le troisième thème. Première question de Wayne. Penses-tu que des levées de fonds dans la restauration sont encore possibles, malgré le fait évidemment que les restaurants resteront fermés après le 11 mai? Est-ce que tu as des premiers… Moi, je bosse avec quelques fonds qui ont fait pas mal de food dernièrement. Il y a forcément un regard qui est plus compliqué dans la période de confinement. Après, post-confinement, ceux qui avaient une thèse et qui voulaient investir dans certains projets et dans certains concepts novateurs continueront à le faire. Encore une fois, c'est très très dur de présager de l'avenir et on l'a vu, hein, même le gouvernement avait essayé il y a 3 mois de dire des choses qui aujourd'hui, quand on les écoute, nous paraissent dingues. Donc, j'ai pas envie que dans 3 mois, on se ressorte ce qu'on s'est dit là. Moi, je pense qu'il n'y a aucune raison si un concept, un nouveau type de chaîne de restaurant sortait, si un nouveau concept de restaurant sortait et voulait lever des fonds, pourrait toujours le faire. Aujourd'hui, non. C'est évident. Mais demain, c'est post-confinement, il y aura de nouveau des deals. Il y a toujours des bons projets et des mauvais projets. La Valo, encore une fois, va être certainement un axe de discussion un peu plus fort sur ce sujet-là. La deuxième chose, hormis la Valo, ça va être les meilleurs concepts vont sortir de là. Il ne faut pas oublier qu'en période post-2008, un paquet de boîtes ont été créées post-2008 et aujourd'hui sont des gros succès. Donc, c'est là où je veux être super positif. C'est pas parce qu'on vit un truc qui est incroyable et dont on ne sait pas du tout de quoi demain sera fait que demain ne sera pas une bonne opportunité pour certains d'entre vous. Moi, j'ai des clients qui m'ont appelé en me disant bah voilà, là j'ai 2 de mes concurrents à qui je voudrais parler, à qui je n'aurais jamais parlé, et je voudrais parler pour faire du M&A avec eux et pour se rapprocher avec eux. Bah ça, quelque part, c'est un des points positifs. Si on peut en sortir quelques points positifs, c'est qu'on va peut-être créer des acteurs français assez importants dans un domaine sur lequel on est bon, qui n'aurait jamais eu lieu parce que les mecs ne voulaient pas se parler, parce qu'ils étaient ultra compétiteurs en période de croissance, et qui là se disent bah, peut-être qu'on va en créer un acteur plus intelligent français demain. Et c'est un peu pareil sur la question de Wayne sur les restos. Il y a certainement des fonds qui vont être opportunistes en se disant bah tiens, ce concept il est novateur, il est dans l'air du temps parce que j'en sais rien, post-confinement on aura décidé de manger telle ou telle chose de telle manière et j'ai envie d'investir là-dedans. Et l'argent des fonds ne s'est pas volatilisé. Ça c'est important de le dire aussi, hein. Les fonds avaient, heureusement pour nous, énormément souscrit les 12-24 derniers mois. Donc forcément, ils sont plutôt bien armés pour aborder les 24-36 prochains mois. Top, merci beaucoup en tout cas pour cette aussi dose d'optimisme. Alors du coup, si on parle un peu maintenant de prévisionnel, si on essaie maintenant de se projeter, nous on discute avec beaucoup de lauréats toute la journée et on croise beaucoup d'entrepreneurs qui sont un peu paumés évidemment face à leur fichier Excel, qui se disent mais qu'est-ce que je peux rentrer dans cette cellule parce que en fait on n'en sait rien. C'est quoi tes recommandations sur, tu as évoqué tout à l'heure des scénarios, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur voilà des conseils très concrets pour le faire? Bah, c'est exactement ça. Très concrètement, il faut être capable de poser ces scénarios de manière super objective. Et c'est très dur d'être objectif quand on est dirigeant d'une boîte qui, jusque-là, était en croissance de 100% et de se dire, bah, tiens, dans le monde de demain, et c'est pour ça que je le répète aussi, c'est un certain nombre d'entrepreneurs qu'on accompagne, moi, ont 4-5 ans d'expérience professionnelle. Leur boîte a fait 50, 60, 100% de croissance year on year depuis 4 ans. C'est très compliqué et en même temps, c'est nécessaire de leur dire faisons 3 scénarios. Scénario 1, c'est que tu continues avec un décalage de 6 mois à faire la croissance que tu avais espéré de faire. Le deuxième, c'est de dire bah, faisons cette même hypothèse avec un petit côté pessimiste où on va dégrader de 20% tes hypothèses. Et la troisième, c'est d'être beaucoup plus trash, et c'est là où c'est le plus dur, de dire bah, si malheureusement tu devais tenir 12 mois, comment tu ferais pour tenir ces 12 mois? Sur les due deals qu'on est en train de faire en ce moment, on a créé, nous aussi on s'adapte, et c'est peut-être ça aussi le message, c'est d'adapter votre marché et d'adapter votre offre au marché actuel. Je vais vous raconter une anecdote très perso, mais du coup on s'est aperçu que les fonds regardaient forcément des BP qui étaient complètement caduques, parce qu'il y a 3 semaines, le BP qui disait qu'il allait faire 4 millions de chiffre d'affaires, passer de 0 à 4 millions sur 2020,
Aujourd'hui, on sait que c'est pas le cas. Donc, on leur a dit, on va créer dans notre offre de due deal une offre revue BP Covid. Et on l'a appelé comme ça. C'est affreux. Mais quelque part, c'est de demander aux entrepreneurs, en même temps qu'on fait la due deal, de nous resoumettre un nouveau BP qui soit un BP Covid compliant et de challenger ce BP-là. Et d'appeler le dirigeant en disant, mais là, tu rêves, tu as prévu de faire 40 recrutements sur 2020, tu n'en as pas encore fait 2 avant le confinement, tu n'en feras pas 38 entre septembre et décembre. Donc, c'est quelque part exactement ça que je vous dis, c'est de vous adapter, d'adapter votre offre, d'adapter votre vision du marché à quelque chose sur lequel on n'a jamais eu l'occasion de travailler. On n'a jamais eu l'occasion de travailler sur le fait qu'on soit tous enfermés chez nous pendant 2-3 mois. On n'a jamais pu bosser sur ces hypothèses-là. Et je pense que les meilleurs entrepreneurs ne sont pas ceux qui sont en train d'aller courir, et je vais être un peu dur, mais qui se battent pour 20 000 euros de plus de PGE sur un total de 300 000. Les bons entrepreneurs sont ceux qui se disent « j'ai 3 scénarios possibles ». Le 1, c'est je continue d'écaler dans le temps à vivre ma boîte. Le 2, c'est je dégrade de 20-30% mes objectifs pour essayer de ramener une rentabilité. Et le 3, malheureusement, c'est qu'est-ce que je fais si mon activité est vraiment impactée pendant 12 mois ou plus. Il y en a certainement, malheureusement, celles qui sont le moins bien financées ou celles qui sont plus jeunes, qui ne survivront pas. Et je fais pas du fatalisme en disant ça, hein. J'ai ma dose d'optimisme, mais j'ai aussi ma dose d'objectivité. Il y en a qui vont pas survivre. Malheureusement, j'intervenais dans l'incubateur de mon école d'origine. Et là, j'avais face à moi des boîtes qui avaient, elles, plutôt 1, 2, 3 mois d'existence. Et malheureusement, j'ai dû leur dire, dans vos boîtes, bon nombre d'entre vous ne vont pas survivre au Covid. Mais encore une fois, peut-être que vous allez avoir une autre idée. Peut-être que vous allez permuter votre marché et vous dire, bah tiens, le marché que j'avais initialement adressé de telle manière, eh ben, je peux l'adresser différemment. Après, c'est sûr que des business comme le travel, les événements, comme la restauration, c'est très dur de se réinventer et on ne se réinvente pas n'importe comment. Mais ces gens-là doivent se dire, et j'écoutais encore Bruno Le Maire hier soir, il n'y a aucune date pour la reprise. Il a été très très clair. Il avait 2 ou 3 chefs étoilés en face de lui qui lui demandaient des détails sur la reprise des restaurants. Il n'en a aucune idée. Et il l'a avoué. Et il ne sait pas si on va reprendre la restauration en juin, en juillet, en août, en septembre. Il veut assurer une partie de la saison d'été pour ces gens-là. Mais oui, ça va être très très dur, effectivement. Et il y aura peut-être des opportunités de rapprochement avec tel autre restaurant qui aura planté pour ouvrir un nouveau concept. Moi, j'y vois toujours une dose d'optimisme dans tout ça. Mais oui, pour répondre à la question sur le prospectif, le prospectif, c'est de faire ces 3 scénarios et de cela, pour le coup, je vous ai dit de ne pas vous focuser sur un certain nombre de choses et de vous focuser sur votre business. Mais le cash, il faut que les scénarios de cash, il faut que vous les fassiez tous les 15 jours, tous les 3 semaines. Quand j'ai des entrepreneurs, d'habitude, avant confinement, je leur disais arrête de regarder ton cash toutes les semaines, je te fais un cash report tous les mois, ça te suffit largement. Aujourd'hui, à ces mêmes gens, je leur dis viens, on regarde le cash toutes les semaines parce que c'est super important de le piloter. Et un prévisionnel de trésor, ça a du sens de le projeter sur quel niveau d'échéance? C'est à 12 mois, c'est quoi? Je lisais les questions, excuse-moi en même temps, j'essaie de lire les questions. Sur le prévisionnel de trésor, c'est super important d'avoir une vision claire des 12 prochains mois. De vous dire 18, 24, ça sert à rien. On va pas faire de bullshit aujourd'hui. Je suis pas là en tant qu'auditeur avec une casquette de je regarde une levée de fonds. 18, 24 mois aujourd'hui, ça sert à rien. Faites une introspection sur votre business à 3 mois, à 6 mois, à 12 mois. Ça suffit largement. À 3 mois, on est sorti, ça y est, on a la tête en dehors de l'eau. Qu'est-ce qui se passe dans 3 mois? On est en plein été. Est-ce que mon activité, elle marche l'été? Est-ce que les gens sont tous en congé payé? Comment ça se passe? C'est une vraie question qu'il faut se poser aussi, hein. À 6 mois, ça y est, la vie, on a complètement oublié les trucs. Et peut-être que ce sera le cas, hein. Peut-être que dans 6 mois, on aura tous oublié qu'on était confinés et on sera en train de reprendre une activité normale. Qu'est-ce qui se passe dans 6 mois? Et à 12 mois, malheureusement, ça a traîné un petit peu. On a dû être reconfiné. Je vous dis n'importe quoi, j'en sais rien, je suis pas épidémiologiste, mais faire un scénario en se disant j'ai une boîte de travel qui travaille là-dessus, en disant moi je travaille avec l'activité des avions. Si les avions devaient redémarrer que dans 18 mois, ce qui est un des scénarios pour avoir un pote qui bosse chez Air France, qui bosse à un haut poste de direction financière, c'est un des scénarios qui est aujourd'hui étudié par Air France. Donc il faut exactement se mettre sur le même cas. Si Air France se dit peut-être que je vais pas marcher pendant 18 prochains mois, peut-être que malheureusement nous aussi il faut qu'on se pose ces questions-là.
Top. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, il y a Camille, je fais une parenthèse, qui nous dit que certaines banques leur demandent jusqu'à 3 ans de BP. Alors, je pense qu'il faut voir aussi la différence entre peut-être PNL Report et puis prévisionnel Oui, mais à 3 ans, je vous dis pas de pas le faire, je vous dis qu'on s'en fout. On est entre nous, encore une fois, il n'y a pas de bullshit. Faites-le pour votre banquier s'il a envie. Mais l'important pour vous, et là, aux entrepreneurs que vous êtes, c'est de savoir ce qui se passe dans 3, dans 6 et dans 12 mois. Après, fournir des BP, nous aussi, on en fait plein des BP pour des organismes qui nous demandent des BP. J'ai pas de sujet là-dessus. Mais là, aujourd'hui, je suis pas là avec mon rôle d'establishment et de financier. Je suis plutôt là avec mon rôle d'entrepreneur, de vous dire à vous, en tant qu'entrepreneur, votre obsession, c'est à 3, 6, 12. Savoir ce qui se passe à 24 mois, c'est pas qu'on s'en fout, mais honnêtement, c'est pas votre urgence aujourd'hui. Votre urgence, c'est de savoir ce qui se passe dans 3 mois, dans 6 mois, dans 12 mois. Merci beaucoup, Benjamin. Alors, question d'un autre Benjamin que tu as peut-être aperçu dans les questions. Donc, dans nos BP révisés à tes souhaits, le Covid-19, est-ce raisonnable d'envisager des années 2021 et suivantes en ligne avec nos BP précédents? Ou est-ce qu'il vaut mieux se recaler sur la nouvelle année 2020 complètement révisée? Elle est où la question? Pardon, je la vois pas. Benjamin, c'est ça. Tout dépend à quoi sert ton BP, très honnêtement. Est-ce que c'est un BP pour toi? Est-ce que c'est un BP pour un organisme dont on vient de parler? Ou est-ce que c'est un BP pour faire une levée? Un BP pour faire une levée, il est évident qu'il va falloir que tu revoies légèrement ta croissance pour essayer de montrer une rentabilité plutôt en 2022. Mais qu'en 2021, donc là on parle d'un BP de 3 ans, hein, mais il va falloir montrer plus facilement et plus rapidement de la renta par rapport à avant. Ton BP révisé pour la BPI, ou pour les banques, il faut leur faire ce qui les rassurera et ce qui leur permettra d'aller gentiment te prêter ce que tu souhaites. Donc là, je dis pas qu'il faut dire n'importe quoi, mais ce BP-là est plutôt un BP qui leur permet de voir que tu auras la capacité de remboursement à un temps donné des choses. Et après, ton BP pour toi, ça c'est pour moi la question, elle se pose même pas parce que c'est à toi de faire encore une fois 2-3 scénarios en se disant finalement j'ai tout décalé de 6 mois. Et donc je prends mon mois de mars, le mois de mars, je le décale et je le mets à septembre. Et je considère que de mars à septembre, il ne s'est rien passé. Et qu'est-ce que ça donne? Et après, je tire mes colonnes sur toute la période. Ou alors de dire, c'est plus que 6 mois, ça va être 9 mois, et ainsi de suite. Donc, pour en revenir là-dessus, 2021 et suivante, forcément, il y aura un effet Covid. Donc, tu ne peux pas dire que ce sera exactement le même BP et tenez, quel que soit l'interlocuteur à qui tu parles, tu ne pourras pas lui dire voilà, c'est le même BP que d'habitude, le voilà, c'est le même, j'ai juste décalé une ligne j'ai mis au lieu de 199. Non, c'est pas crédible. Mais encore une fois, il faut voir à qui tu l'adresses. Et toi, il faut, et c'est ce que vraiment je vous appelle à faire, d'être le plus objectif possible sur les questions de business à venir pour vous. Se préparer au pire. En même temps, pardon. Se préparer au pire, en fait. Exactement. Jamais. Ok. Et il y a une question sur la valeur des fonds de commerce. Je sais pas si tu veux te prononcer là-dessus. On a plusieurs personnes visiblement qui sont dans l'univers de la restauration et qui se posent des questions sur des établissements. Va se dégrader. Nous avions un projet de vente dans nos établissements avant la crise. Dois-je valider ces valeurs à la baisse? Comme il y en a certains qui posent la question aussi d'en racheter, qui disent qu'il y aura sans doute des opportunités à ce niveau-là. Clairement, c'est-à-dire que si ton fonds de commerce, pour répondre à la question de Boris, si ton fonds de commerce repart très vite et que tu es capable de prouver que c'était que 3 mois de confinement qui ont provoqué entre guillemets la chute de sa valeur de manière artificielle, là, si au mois de février, je dis n'importe quoi, tu étais sur une base 100 et qu'au mois de juin ou juillet, quand ça rouvre, tu es toujours sur cette base 100, la baisse de la valeur de ton fonds de commerce n'aura pas lieu. Si en revanche, tu étais sur une base 100 et que quand on revient post-confinement, il y a moins de gens qui viennent dans ton restaurant parce que les gens, ils n'ont pas envie d'aller bouffer au resto parce que ceci, parce que cela, et donc que tu passes sur une base 50, de facto, ta valeur de fonds de commerce va malheureusement diminuer. Et à l'inverse, comme tu disais, Ludovic, il y a des gens qui vont être aussi super opportunistes. Moi, j'ai des amis qui ont des petits concepts de resto et là, depuis 3 semaines, un mois et demi, même maintenant, ne font plus rien, clairement. La seule truc qu'ils font, c'est qu'ils ont mandaté des agents immobiliers pour racheter des fonds de commerce pour pouvoir aller repartir et développer leurs concepts auxquels ils croyaient avant et qui croient encore demain. Et le seul truc, c'est qu'il leur manquait de trouver, je vous donne un exemple très concret de trucs positifs. Là, la personne dont je parle est un très bon ami, me dit avant, le fonds de commerce, je payais 3 fois trop cher. Demain, j'ai bon espoir que, ok, ça m'a coûté 6 mois d'activité, mais que je trouve des fonds de commerce beaucoup moins chers et que je fasse des bonnes affaires et que mon business croît trop derrière.
Donc oui, il y aura des gagnants, il y aura des perdants. À vous de voir comment vous pouvez vous situer. Mais pour répondre sur la dégradation, tout dépend de la reprise de l'activité en vrai. Et moi, j'avais une question pour toi et il y avait une question liée à ça tout à l'heure de l'un de nos auditeurs ou auditrices. C'est sur le sujet, aujourd'hui, on a des entrepreneurs qui, quand ils ne sont pas des experts en finance, se sentent un peu paumés. Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre aujourd'hui de leur expert comptable? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre d'un DAF externalisé comme toi? Comment est-ce que tu leur conseilles de s'organiser par rapport à ça? Alors déjà, je détends l'atmosphère en disant que j'ai la moitié ou les trois quarts de mon équipe qui est expert comptable, donc je n'ai rien contre les experts comptables. Sauf qu'aujourd'hui, les experts comptables, ils sont débordés. Ils ont des clôtures annuelles à faire qui n'ont pas encore eu le temps de commencer. Ils ont des chômages partiels à mettre massivement en place. Ils ont des décalages de déclaration URSSAF à mettre massivement en place. Ils ont tellement de choses à mettre en place qu'aujourd'hui, c'est un peu dur pour eux. Donc vraiment, l'expert comptable, il y en a qui arrivent à tenir le trend et j'ai des experts comptables dans des jobs sur lesquels on accompagne qui sont top et j'en ai d'autres où j'ai l'impression qu'ils sont partis en burn-out, les pauvres, parce qu'ils ont eu trop de travail en trop peu de temps. Et il faut les comprendre, hein, je leur jette pas du tout la pierre encore une fois. Donc, ce qu'on peut attendre de lui, c'est que ce soit ton expert comptable, ton DAF, ton conseil ou ton CFO si tu en as en interne, c'est que ce soit quelqu'un qui t'ouvre les yeux. C'est dans les bons comme dans les mauvais moments. Te fasse trouver des opportunités de business, des opportunités de rachat de fonds de commerce, des opportunités, comme moi je le fais avec mon ami dont je vous parlais, qui a des restaurants, je suis un peu son coach sur ces sujets-là, il faut travailler sur les opportunités de demain. En revanche, ce que vous devez pas attendre de lui, ce que vous devez encore attendre de lui, c'est qu'il soit aussi force d'objectivité et qu'il soit capable de vous dire viens, on revoit, on refait. C'est-à-dire de ne pas vous dire il commence à me saouler avec ses chiffres, moi je fais pas de chiffres d'habitude. De toute façon, vous avez pour certains pas grand-chose d'autre à faire pour l'instant. Donc dites-vous que les chiffres, c'est peut-être ce qui vous permettra d'anticiper le mieux la reprise. Et enfin, la dernière chose que vous ne pouvez pas attendre de lui, et ça c'est important de le dire aussi, et comme vous ne pouvez pas attendre de l'État, comme vous ne pouvez pas attendre de la BPI, c'est que tout vienne à vous. Donc là, vraiment, c'est aux entrepreneurs que je parle. Moi-même, je suis un entrepreneur. Ma femme est entrepreneur. Je veux dire, l'entrepreneuriat, c'est un truc que j'ai dans le sang. Et c'est super important de se dire, au-delà de tout ce qu'on vient de se dire sur la finance, mais on ne peut pas attendre des aides, on ne peut pas attendre des subs. Quand je vois parfois à la télé des dirigeants de belles boîtes qui interpellent le gouvernement en disant « Et qu'est-ce que vous allez créer d'autre ?» Mais on s'en fout ce qu'ils vont créer d'autre comme aide. Aujourd'hui, on a déjà des aides, on a déjà un support, on a déjà un parachute. En revanche, j'ai envie de dire aux dirigeants des boîtes aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous pouvez apporter et créer pour que votre business reparte plus vite, que vous trouviez un nouveau business parallèle au vôtre ou concomitant au vôtre post-confinement. Et je pense que les bons entrepreneurs, et moi j'ai quelques belles scale-up qui sont déjà en train de créer des trucs un peu dingues, mais comment on peut sortir de cette phase grandie? On a utilisé les aides, on a utilisé les subventions, on a utilisé son expert comptable, on a utilisé plein de gens, on a utilisé son réseau entreprendre, on a utilisé plein de trucs pour se faire aider, mais aussi comment je réagis moi en tant que dirigeant de boîte. Top. Eh ben, je propose que ce soit le mot de la fin. Un grand merci beaucoup, Benjamin. C'est aussi pour ça qu'on apprécie autant les ateliers avec toi. C'est pour ton franc-parler. Tu parles cash sans mauvais jeu de mots, mais c'est vraiment super appréciable et j'ai l'impression que ça a été très positivement reçu par tous les entrepreneurs et c'est toujours agréable en plus d'avoir quelqu'un qui est à la fois expert et chef d'entreprise. Ça a d'autant plus de puissance. Et là, si tu vas dans l'onglet de chat, tu verras les premiers super, merci, bravo. Donc merci à vous. Vraiment, alors je réponds au maximum, mais pour ceux qui veulent me poser quelques questions, n'hésitez pas à les transmettre. Et j'ai aucun sujet. J'essaie d'aider un maximum dans ce que je peux aider, évidemment. Mais je pense qu'effectivement, de toute façon, c'est une période où il faut qu'on la joue tous collective et c'est super important et super appréciable de voir qu'il y avait quasiment 60. Il y a eu un moment où il y a eu un gros pic de people qui posaient des questions en même temps. Donc ça, c'est super appréciable de voir que vous étiez là et que vous posez les questions. Et si vous posez les questions, je suis persuadé qu'on se sortira tous super positivement. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à toutes et à tous qui nous avaient suivis cet après-midi. Je vous souhaite une bonne après-midi, un bon week-end et encore un grand merci, Benjamin, pour ton engagement à nos côtés. À bientôt. Merci, salut.